Mais quelle folie s'est emparée du général de Gaulle pour se lancer dans ce projet de restauration du Grand Trianon? Pourquoi l'équiper du nec plus ultra de la technologie de l'époque? Construit à partir de 1687, selon les directives de Louis XIV, ce chef-d'œuvre de l'art français du XVIIe siècle, destiné au plaisir et aux fêtes, est l'un des lieux les plus raffinés du domaine de Versailles. Petit palais de marbre rose et de porphyre avec des jardins délicieux, selon son architecte Jules Hardouin-Mansart, le Grand Trianon a vu passer les plus grandes figures de l'histoire de France, de l'Ancien Régime à la Ve République. Au XXe siècle, c'est d'ailleurs un lieu très apprécié par le pouvoir politique. On y organise des événements hautement diplomatiques, politiques ou culturels. Pourquoi le général de Gaulle veut-il le faire restaurer au début des années 60? Il veut y construire le nouveau cadre fastueux et moderne de la diplomatie française. Sur proposition d'André Malraux, son ministre des Affaires culturelles, il décide de transformer le bâtiment en une résidence d'État moderne et confortable. Mais ce projet va coûter cher, très cher. Le général aurait-il la folie des grandeurs? Certains le pensent, mais malgré les critiques, le général tient bon. Ce projet fait partie de son plan de rendre à la France sa place au premier rang des nations. Pourquoi choisit-il le Grand Trianon? Lors des réceptions officielles, le général désire réunir sous le même toit le chef de l'État et ses homologues étrangers, comme cela se fait en Grande-Bretagne. Or, les solutions manquent. Choisir le Grand Trianon à Versailles présente des avantages. À l'inverse de l'Élysée qu'il juge étriqué, le Grand Trianon offre une belle superficie et un cadre splendide. Et aussi un côté pratique. Accessible par l'autoroute de l'Ouest ou par hélicoptère depuis Orly, il est facilement sécurisable et peut servir de base arrière lors des visites officielles au château de Versailles. Et pour couronner le tout, c'est à Versailles, à l'hôtel des Réservoirs, situé à quelques pas du Grand Trianon, qu'un dimanche de 1920, sa femme Yvonne et lui ont scellé leur couple. Comment se passent les travaux à partir de 1963? C'est un énorme chantier qui va durer 3 ans. Sous la supervision d'André Malraux, c'est l'architecte en chef du domaine de Versailles, Marc Saltet, qui est chargé de ce grand projet en collaboration pour les aménagements intérieurs avec le conservateur en chef Gérald van der Kemp. Près de 250 ouvriers et artisans participent aux travaux. Moulures, sculptures, boiseries, parquets, fenêtres, tout est restauré. L'aile sud est aménagée pour les chefs d'État étrangers, tandis que l'aile nord est réservée aux réceptions gouvernementales. L'aile de Trianon-sous-Bois accueillera l'appartement de la présidence de la République. Les pièces du musée et les salons les plus prestigieux font l'objet de restaurations de grande ampleur menées par Gérald van der Kemp. Un défi, car il faut concilier les exigences pratiques, techniques et les réceptions officielles. Des idées plutôt radicales de l'architecte sont ainsi écartées, comme l'installation d'un bloc sanitaire dans la chapelle Louis-Philippe ou d'un salon de coiffure dans le salon du Déjeuner de Napoléon. Pour l'ameublement des appartements privés, on puise dans les réserves du mobilier national. On restaure et on tapisse au goût du jour. À partir d'œuvres anciennes, on crée une décoration intérieure contemporaine avec des tissus et des couleurs modernes. Pour meubler ses appartements, le général de Gaulle fait aussi appel à du mobilier d'époque chiné chez les marchands ou dans les maisons de vente. Il aurait dit un jour à un décorateur: « Je veux que ce soit beau comme Versailles, mais confortable comme chez moi. » Rien ne doit être négligé, à commencer par le lit du général. La stature de 1,96 m du président n'est pas commune. Mais problème, aucun meuble d'époque ne convient. Les décorateurs trouvent un exemplaire du XVIIIe siècle. Il est scié en deux, rallongé et transformé en lit jumeau pour le général et son épouse. Et le palais s'équipe à la pointe de la modernité. On installe 58 km de câbles électriques dissimulés dans les murs et les planchers. L'électricité et le chauffage sont entièrement refaits. L'air conditionné et la téléphonie sont installés. Des sonnettes dans les appartements communiquent en direct avec le personnel. Un tableau électrique de commande à distance est même mis en place. D'une puissance équivalente à celle de l'Opéra de Paris, il permet d'activer les fontaines et les lumières. Et côté cuisine, on installe le dernier cri en sous-sol sur près de 800 m². La luxueuse cuisinière centrale en fonte et en acier inoxydable est la même que celle installée sur le paquebot France. Des montes plats font le lien avec les salons situés au-dessus. Tous ces équipements constituent une véritable vitrine de la technologie made in France. Et les salles à manger? Étonnamment, une seule salle est créée, celle pour le président de la République. Les salons sont cependant prévus pour se transformer en salle à manger. Le péristyle peut être utilisé quand le temps le permet.
Mais la salle la plus adaptée pour les dîners d'État reste la Galerie des Cotels avec ses 53 mètres de long. Elle peut recevoir jusqu'à 150 convives séparés chacun de 54 à 68 cm, comme le veut le protocole. À cet effet, 200 chaises pliantes sont fabriquées et on crée un nouveau service de table de style Empire dédié au Grand Trianon et commandé à la Manufacture de Sèvres. Rien n'est trop beau pour impressionner les futurs hôtes de marque de la France. En juin 1966, la rénovation du Grand Trianon est enfin terminée. Le succès escompté sera-t-il au rendez-vous ? Suite au prochain épisode.